En pleine crise économique marquée par le chômage et la misère, Adolf Hitler en Allemagne redonne espoir à ses concitoyens en adoptant une politique militariste qui relance l'emploi et ce, malgré les interdictions du traité de Versailles. Alors voici ce que on lui interdisait, ne pas posséder de colonies, ni d'armée de plus de 100 000 hommes, pas de tanks, pas d'avions, ni de sous-marins. Il ne peut pas non plus déployer une armée en Rhénanie. Voici ce que va faire Hitler. Donc, de 1935 à 1938, Hitler annexe des territoires où les habitants sont en majorité germanophones, c'est-à-dire qu'ils sont de langue allemande. Et pourquoi il va annexer ces territoires? C'est pour recréer son espace vital. Ça, on en a déjà parlé pour cette race allemande qui est supérieure. Alors, première chose, Hitler va aller annexer la Rhénanie ou va remilitariser la Rhénanie en 1936, contrairement aux indications du traité de Versailles. En mars 1938, Hitler va aller annexer l'Autriche. Il va aussi, en octobre 1938, aller chercher les Sudètes, qui est une région de la Tchécoslovaquie. Et en mars 1939, il va aller chercher toute la Tchécoslovaquie. Donc voici les territoires annexés par l'Allemagne de 1935 à 1939. Pourquoi on le laisse faire? Je vous en reparle. L'Italie, elle aussi, des visées expansionnistes. Elle veut recréer un puissant empire comme l'Empire romain. Elle va donc signer avec l'Allemagne ce qu'on appelle l'Axe Rome-Berlin, qui est une alliance en 1936. Alors, le Royaume-Uni et la France affirment leur volonté de protéger la Tchécoslovaquie, oui, sauf que les populations françaises et britanniques s'opposent à toute intervention militaire. Pourquoi? La guerre de 14-18 a laissé des séquelles et la misère engendrée par la crise préoccupe davantage ces populations. De plus, la France et le Royaume-Uni ont peu développé leur industrie de guerre dans les années 30, contrairement à l'Allemagne. Or, il y a une nouvelle opposition à l'Allemagne pourrait déclencher une guerre. Donc, c'est pour ça que des dirigeants britanniques et français choisissent de mener une politique d'apaisement qu'on appelle, c'est-à-dire de se plier aux exigences allemandes lorsque justifiées. Alors, qu'est-ce qui est justifié? Bien, justement, en 1938, le Royaume-Uni et la France signent avec l'Allemagne et l'Italie, il y a une majuscule ici, les accords de Munich. Hitler obtient ainsi le rattachement des Sudètes, donc comme il avait fait, je vous l'ai montré tout à l'heure. On espère maintenir la paix et qu'il s'agit là de la dernière revendication du dictateur allemand. Vous le savez qu'il va aller chercher la Tchécoslovaquie au complet. Justement, parlant de la Tchécoslovaquie, viole l'accord et ordonne l'invasion de la Tchécoslovaquie. La France et le Royaume-Uni n'interviennent pas lorsqu'Hitler va envahir la Tchécoslovaquie, laissée elle-même. Elle se fait envahir sans opposer de résistance. Voyant que la France et le Royaume-Uni n'interviennent pas, le dirigeant italien Mussolini envahit l'Albanie en avril 1939 et Hitler aussi tire aussi avantage de la situation et enclenche des négociations avec Staline en URSS. Alors, ils vont signer ensemble ce qu'on appelle le pacte germano-soviétique. Les deux pays, c'est un pacte de non-agression, donc les deux pays s'engagent à ne pas s'attaquer. Et ça, il y a un avantage pour l'URSS parce qu'elle gagne du temps pour mettre en place un vaste programme militaire. Et l'Allemagne, elle va éviter d'avoir à se battre en même temps sur deux fronts comme lors de la Première Guerre mondiale. Donc l'Allemagne ici, si l'URSS ne l'attaque pas, ben, elle va pouvoir tout mettre ses armées du côté français et britannique. Justement, on va y aller. Et aussi, entre l'URSS et l'Allemagne, il y a une clause secrète où on va se partager la Pologne. Parlant de la Pologne, ici, elle a un petit accès à la mer qui lui permet, ben c'est ça, c'est le corridor de Danzig qui lui permet d'avoir accès à la mer. Le territoire allemand est donc divisé en deux, puis ça pour Hitler, c'est un affront. La nouvelle de cette entente provoque la stupeur en France comme au Royaume-Uni. Cela les pousse à se préparer à la guerre. Parlant de guerre, le 1er septembre, l'Allemagne envahit la Pologne. Et cette fois, le Royaume-Uni et la France réagissent. Leur engagement envers la Pologne, ils vont le maintenir parce que la Pologne, c'est un pays démocratique. Alors, le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. Toutefois, l'invasion se déroule si rapidement qu'ils n'ont pas le temps d'intervenir. Pourquoi les Allemands ont recours à ce qu'on appelle la Blitzkrieg, qui est une guerre éclair. Donc, c'est une tactique militaire qui consiste à combiner les forces blindées, donc des chars d'assaut, et les forces aériennes. Donc, en plus d'y aller sur le terrain, les avions vont vraiment faire des attaques ciblées là, sur des liens de communication. Le 17 septembre, l'URSS attaque les Polonais à l'est et la Pologne est complètement envahie au 1er octobre. Ça a pris 4 semaines. Donc, voici le défilé de la victoire en Pologne. Vous avez Hitler là, qui salue les unités de blindés de l'armée allemande lors du défilé de la victoire à Varsovie le 1er octobre 1939. Suite à l'engagement du Royaume-Uni, donc le 3 septembre, le premier ministre William Lyon Mackenzie King convoque le Parlement canadien. Il y a très peu de discussions, puis le Parlement prend la décision de se joindre aux alliés, c'est-à-dire le Royaume-Uni et la France. Le 10 septembre, le Canada déclare la guerre à l'Allemagne
Et King répète un engagement qu'il avait pris, seuls les soldats volontaires formeront le corps de l'armée qui ira servir outre-mer. Le gouvernement fédéral réinstaure donc la loi sur les mesures de guerre qu'on a adoptée la première fois en 1914 lors de la Première Guerre mondiale. Donc, ça lui permet d'agir par décret, donc sans soumettre ses décisions à l'approbation du Parlement canadien. Ça permet de mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'industrie de guerre et aux forces armées. Et on rétablit la censure. On peut faire emprisonner sans procès toute personne qui s'oppose aux politiques gouvernementales. Et enfin, on va aussi, pour financer l'effort de guerre, augmenter les impôts et relancer le programme d'obligation de la victoire. Au Québec, le premier ministre Maurice Duplessis considère toutes ces politiques fédérales comme une atteinte à l'autonomie des provinces. On va Duplessis prétend que le gouvernement fédéral ne respectera pas sa promesse et va imposer la conscription. Donc, c'est pour ça qu'il va déclencher des élections. Alors, Duplessis cherche ainsi à obtenir l'appui ferme des électeurs québécois contre les mesures d'effort de guerre imposées par le fédéral. En réaction, le premier ministre, qui est libéral, donc Mackenzie King, vient prêter main forte au candidat libéral au Québec, qui est Adélard Godbout, en répétant sa promesse de ne pas avoir recours à la conscription pour le service outre-mer. Puis ça va vraiment servir, même qu'Adélard Godbout fait cette promesse dans un discours qu'il prononce à la radio le 30 septembre 1939. Et le résultat, c'est que Duplessis est défait et le Parti libéral d'Adélard Godbout est élu, même qu'au Canada, les libéraux de Mackenzie King sont réélus l'année suivante. Donc, on déploie des troupes canadiennes. On en déploie environ 58 000 hommes et femmes là, qui vont se porter volontaires pour faire partie des forces armées. On en envoie un peu plus de 7 000 là, déjà au Royaume-Uni en décembre de la même année. En décembre 1939, le gouvernement canadien instaure le plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique pour former des pilotes et des équipages, et ça, c'est au Canada. Donc, c'est vraiment un engagement qui est très, très intéressant là, pour les Britanniques. Au printemps, l'armée forme le corps canadien destiné au service outre-mer. C'est près de 20 000 soldats volontaires, dont la plupart sont postés au Royaume-Uni. Et le 10 juin 1940, le Canada déclare la guerre à l'Italie parce que l'Italie est entrée en guerre contre le Royaume-Uni et la France. Alors, on va parler justement de l'Italie et de l'Allemagne qui font des conquêtes. Donc, au début, les Allemands vont faire quelques conquêtes. Donc, de mai à juin 1940, l'Allemagne envahit les Pays-Bas, la Belgique et puis la France. Au nord, premièrement, puis la France libre, elle, va le collaborer. Donc, finalement, la France va signer l'armistice en juin 1940. Donc, l'Allemagne a réussi à aller chercher la France. Elle va maintenant s'attaquer au Royaume-Uni dans une bataille aérienne. Donc, c'est le début de la bataille d'Angleterre. Il devrait y avoir une parenthèse ici, le 10 juillet 1940. Il y a des Canadiens qui ont pour tâche, avec leurs alliés, de protéger les côtes britanniques contre toute tentative d'invasion. Et les Alliés vont résister aux avions allemands et les attaques aériennes allemandes vont cesser en 1940. Quand on parle d'Alliés, on parle de qui? Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Chine. On enlève la France parce qu'elle a signé l'armistice. Du côté de l'axe, il y a l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Parlant de Japon, j'en reparle dans quelques instants. Ici. Parlant de Japon, le Japon va attaquer la base navale de Pearl Harbor le 7 décembre. Donc, c'est une base navale dans l'océan Pacifique. Ça touche les États-Unis. Donc, c'est pour ça que les États-Unis vont entrer en guerre avec l'URSS du côté des Alliés. Et parlant de l'URSS, pourquoi vont-ils entrer en guerre malgré le pacte de non-agression? C'est que les Allemands vont les envahir. Donc, une fois que l'Allemagne est allée chercher les Pays-Bas, Pays-Bas, Belgique, France. On a essayé le Royaume-Uni, ça n'a pas fonctionné. Donc, on va aller de l'autre côté pour aller chercher l'URSS. Et en même temps, du côté asiatique, il y a les États-Unis qui vont se joindre aux Alliés. En même temps, au Canada, on met en place ce qu'on appelle la loi sur la mobilisation des ressources nationales parce que le début de la guerre, là, ça va vraiment toucher les forces françaises qui se retirent, puis après ça, les forces britanniques. Donc, cette loi prévoit l'enregistrement obligatoire de toutes les femmes et de tous les hommes de 16 à 60 ans. Cette liste permet au gouvernement de coordonner les besoins en main-d'œuvre. Ensuite, on établit un service militaire obligatoire pour défendre le territoire canadien, qui ne sera pas touché, mais pareil. On va aussi mobiliser d'abord les hommes célibataires ou veufs sans enfants âgés de 21 ans. Plus tard, l'appel est élargi aux hommes de 18 à 24 ans. Donc, de plus en plus qu'on entre dans la guerre, là, on va aller chercher l'appui des hommes et des femmes volontaires pour le moment à ceux qui serviront outre-mer. Et ici, on a une photo d'un camp d'entraînement en Ontario.